Bonjour à tous. Du coup, merci d'être là. On va vous présenter, alors de manière à distance, parce que l'intervenant est en Belgique et compte tenu des contraintes sanitaires, ne pouvait pas être présent. Donc on a réalisé une petite vidéo de présentation sur la thématique du pricing, qui se veut le plus didactique possible pour se dire c'est quoi les bonnes astuces, les bonnes choses à faire et à ne pas faire dans le contexte actuel. Donc voilà, présentation et puis à la fin, je pourrai répondre à vos questions si vous en avez. Bon visionnage. Je m'appelle Laurent David Austin, je suis le CEO et fondateur de Price Impact. Price Impact est une entreprise spécialisée en stratégie de prix. Et en fait, nous aidons nos clients et nos partenaires à augmenter leur chiffre d'affaires, leur profitabilité et ou leur part de marché par de meilleures stratégies de prix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de différents sujets en partenariat avec BPI France. Et voilà, j'espère que je vous apprendrai certaines choses qui pourront vous aider, vous, dans votre business. Alors, le pricing, donc, ou stratégie de tarification, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sous-univers, beaucoup de problèmes auxquels s'attaquer. Mais aujourd'hui, en une vingtaine de minutes, nous allons avoir une approche différente en fait, du prix. Nous allons mieux comprendre la relation prix-valeur que les clients perçoivent lorsqu'ils évaluent un produit et lorsqu'ils doivent prendre une décision lorsqu'ils achètent un produit. Alors, vous savez tous très bien que nous sommes dans un contexte assez inédit et que beaucoup d'équilibres ont été perturbés. Alors, comment augmenter son chiffre d'affaires et sa profitabilité avec de meilleurs prix sans froisser ses clients? Alors, beaucoup de comportements ont évolué, ont changé, en bien, en moins bien, dans de très nombreux secteurs. Aujourd'hui, je vous propose un zoom sur 3 secteurs assez connus et assez fortement impactés, positivement et négativement. Le secteur du transport, celui du loisir et celui des FMCG. Commençons par celui du transport. Alors, sachez que dans certains pays, certaines industries, certains acteurs ont été visionnaires, on va dire, et ont anticipé certains changements de comportement, tels que ici la société ferroviaire en Allemagne, la Deutsche Bahn, qui en 2019 avait mis au point une campagne publicitaire en vantant les mérites des paysages allemands. Donc, ils ont mis en comparaison un voyage dans la cordillère des Andes qui coûte en général 650 € si l'on prend l'avion, et ils l'ont comparé à un voyage dans la forêt noire en train pour seulement 19 €. Donc, ils ont bien compris comment mettre à plat et exposer à chaque fois cet équilibre valeur-prix. Alors, que s'est-il passé cette année? Des changements jamais observés auparavant dans le secteur aérien, voilà, avec le confinement, avec les mesures gouvernementales, il y a eu un déclin assez important de l'utilisation des avions. Ce qui a provoqué un changement de comportement dans la consommation. Nous ne voyageons plus à l'étranger, bien que nous apprécions ça très fortement auparavant. Nous sommes désormais obligés à voyager en local et nous apprécions cela, ce qui nous permet en fait ce qui nous pousse à en fait dépenser plus au niveau local et potentiellement accepter des points de prix plus élevés qu'avant. L'autre industrie, le streaming et les jeux vidéo, nous avons observé des chutes vertigineuses donc de la fréquentation et du coup des revenus dans le secteur du cinéma. Mais en parallèle, nous avons vu une explosion de la consommation donc, du streaming, c'est-à-dire des plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime et plus récemment Disney, mais aussi la consommation en ligne des jeux vidéo. Donc, ce sont des industries qui ont réussi à capturer ce changement de comportement. Enfin, autre industrie où nous avons vu des changements assez impressionnants. Alors tout d'abord, dans les FMCG, tout d'abord, le papier toilette. Vous avez tous pu observer ce pic soudain de demande, de consommation de certains produits tels que
le papier toilette. Nous avons observé un énorme pic dans le courant du mois de mars. Tout le monde a été pris, beaucoup en tout cas ont été pris d'un vent de panique. Mais il y a eu assez vite un retour à la normale à partir du mois d'avril. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes clairement à la même situation qu'avant. Pourquoi nous sommes tous drivés par une consommation quotidienne ou hebdomadaire des papiers toilettes. Par contre, sur d'autres produits, nous pouvons observer et même anticiper des changements qui seront assez durables dans le temps. Certains, ce sera sur plusieurs mois, plusieurs années, et d'autres, vraiment, il n'y aura pas de retour à la situation d'avant. Donc, notamment au niveau des produits liés à la santé et à l'hygiène. Donc, pas le papier toilette comme on vient de le voir, où on est quasiment à un retour à la normale, ou à la situation d'avant le confinement. Mais nous observons très clairement une explosion de la consommation des masques, des produits hygiéniques, des serviettes, des gels. Donc, comme je viens de l'expliquer aussi, tout ce qui est le divertissement à la maison. Alors, justement, ces changements durables, nous avons les deux extrêmes. Donc, nous avons des pics, comme avec le papier toilette, qui se font sur 1 ou 2 mois. Il y aura d'autres changements qui vont se faire vraiment sur des années. Et là, il est assez fort probable que nous soyons dans un pic qui s'étale sur plusieurs trimestres, peut-être 1 ou 2 ans, avec le marché des masques. Un marché qui était quasiment inexistant il y a 1 an encore. Et lorsque l'on fait le calcul ici en France, on prend environ 70 millions d'habitants, ou environ 70 millions, oui, mais environ 40 millions qui devraient porter un masque quotidiennement, disons un masque par jour pour ces 40 millions d'habitants, à 85 centimes le masque, fois 365 jours, on arrive assez vite à un montant de 13 milliards de dollars annuels. Donc, il y a un marché qui s'est créé, un marché de 13 milliards d'euros annuels qui n'existait pas avant et qui probablement sera un peu moindre en 2021 et puis petit à petit va décliner. Alors, que faire en fait face à tous ces changements de comportement des consommateurs en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que directeur marketing ou financier ou commercial? Que faire au niveau des prix? Plusieurs stratégies. Premièrement, on peut se dire qu'on va augmenter le prix pour préserver ses marges parce que les coûts ont augmenté. Du coup, on n'a pas d'autre choix. Soit les coûts ont augmenté, soit il y a une baisse de volume, mais on n'a pas d'autre choix que augmenter ses prix pour préserver la profitabilité, la rentabilité de l'entreprise. Ça, c'est lorsque on a une position plutôt défensive. Mais on pourrait très bien avoir une stratégie plutôt offensive en augmentant ses prix, donc pour augmenter ses marges, bien que nous n'ayons pas une hausse des coûts ni une baisse du volume. Donc on profite d'une tendance du marché, on profite d'une explosion de la demande pour faire d'une pierre deux coups, augmenter les prix, augmentation du volume, on accroît ses marges. L'autre possibilité, c'est plutôt baisser ses prix. Alors on peut se dire, la concurrence est plus féroce qu'avant, pour x, y raison, ou les clients sont en train de partir aussi pour d'autres raisons, le mieux, pour préserver le volume, est de baisser le prix. J'en ai dans un instant, à tort ou à raison. Et enfin, l'autre possibilité, l'autre raison pour laquelle on voudrait baisser ses prix, c'est vraiment gagner des parts de marché. Donc, les clients, naturellement, ne partiraient pas d'un concurrent à un autre, mais par une baisse des prix, on espère gagner des parts de marché face à la concurrence. Donc, première grande catégorie d'action, changer les prix, les augmenter, les baisser, pour des raisons différentes. Avoir une stratégie offensive ou défensive. Et puis, il y a une autre possibilité, qui est ne rien faire, être neutre. Et là, de nouveau, on peut être animé de différentes raisons. Simplement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les clients vont réagir si on augmente ou baisse les prix, ou simplement par cette volonté de laisser de côté pour le moment les changements de prix, observer et déjà planifier un changement de prix pour 2021. Alors, je vais vous partager quelques exemples bien parlants de grands noms qui ont adopté des stratégies de prix différentes avec succès ou qui ont été un échec. Alors, commençons justement par un échec, Canal+. Assez vite, en mars-avril,
ils ont proposé une offre gratuite pendant le confinement. Alors, est-il pertinent vraiment de faire de la promo, donc de faire la promotion d'une offre gratuite, alors que la consommation est en train d'exploser? Et en plus, le gratuit n'est pas toujours bon parce que là, en l'occurrence, cette campagne a été interrompue par le CSA parce qu'ils ont jugé que c'était de la concurrence déloyale. Donc, en fait, il y a un double impact négatif. Y a-t-il tout d'abord vraiment le besoin de faire de la gratuité, donc attirer du volume et qui n'amène aucun revenu supplémentaire, en tout cas à court terme? Et deuxième conséquence, quitte à en fait se mettre à dos le CSA. Donc, conclusion, ne pas réagir à chaud. Alors, d'autres acteurs qui ont aussi changé leur prix, et malheureusement, ces changements, ou malheureusement en tout cas pour eux, ces changements ont été mal perçus. Deliveroo et Uber Eats. Ça a d'ailleurs fait la une de l'actualité en Belgique. Très rapidement, les consommateurs ont observé des changements de prix pendant le confinement, des hausses de prix assez significatives. Et ça fait énormément de mécontents. Ça fait des mécontents du côté des clients, mais aussi du côté des coursiers, parce que, premièrement, les clients, face à cette hausse de prix, en fait, ont quitté l'application dans un premier temps, ce qui a fait que les coursiers avaient moins de livraisons à faire et du coup gagnaient moins. Mais ça a bien entendu fait de la mauvaise pub pour Uber Eats, qui a vu quand même un churn assez important en Belgique en tout cas. Donc, dans un premier temps, l'impact a été une augmentation du chiffre d'affaires avant, dans un second temps, une baisse du nombre de clients sur une période beaucoup plus longue. Par contre, pour d'autres, la hausse de prix, en fait, n'a pas du tout été un problème. Ici, je prends l'exemple de la Nintendo Switch. Donc, il faut savoir qu'au moment de lancer la Nintendo Switch, Nintendo l'avait pricée à 349 €. Mais en fait, il y a très vite eu une rupture de stock, donc explosion de la demande, et ils ont pu augmenter les prix à hauteur de 600, voire même 800 €, sans qu'il n'y ait de plainte de la part des acheteurs, des consommateurs. Donc ça a été une hausse de prix en fait qui a été acceptée parce que les clients, les acheteurs valorisent très fort le produit, et encore plus dans une période où on est invité à rester chez soi. Donc, vous voyez que c'est une hausse de prix quand même assez conséquente, combinée avec une hausse du volume. Cela fait des impacts sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité de l'entreprise assez conséquents. Il y a plein d'entreprises comme celle-là qui ont vu leur rentabilité bien augmenter en quelques mois, et cela s'est ressenti dans la valorisation boursière de ces entreprises, notamment Apple, qui a passé le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière il y a quelques semaines. Donc, Apple ne connaît pas la crise. Alors, voilà, des deux côtés de l'équation économique, la donne a changé. Donc, du côté des clients, la valeur accordée à différents produits et services a complètement changé. Leur sensibilité au prix a fortement changé. Les budgets ont aussi changé. Donc, certains ménages ont des budgets plus réduits par rapport à l'année passée parce que un des deux parents, si pas les deux parents, ont perdu leur emploi. Les coûts sont toujours là. Par contre, il y a d'autres ménages où en fait les économies ont pu augmenter parce que la consommation a baissé, les parents ont gardé leur emploi, et ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'économies qu'avant, et ce qui fait que leur pouvoir d'achat en fait a augmenté. Alors vous, en tant que dirigeant d'entreprise ou directeur marketing, financier ou commercial, comment bien lire ces changements de comportement pour peaufiner, ajuster votre stratégie de prix? Alors ce que nous vous recommandons, c'est maîtriser vraiment cette approche dite value-based pricing, c'est-à-dire établir son prix en fonction de la valeur perçue des clients et leur volonté de payer. C'est très important. Donc, pour rappel, il y a trois grandes approches du pricing. Il y a tout d'abord celle qu'on appelle le cost plus, qui consiste à établir ses prix sur base de ses coûts. Il faut savoir qu'il y a 90% des entreprises qui ont cette approche du prix. Elles regardent leurs coûts fixes, variables, mettent un objectif de rentabilité et du coup en déduisent leur prix. Et cela peut amener à des hausses de prix qui sont la conséquence d'une augmentation des coûts, comme je vous l'ai expliqué précédemment.
Autre grande approche du pricing, c'est établir ses prix sur base de la concurrence. On regarde ce que les concurrents ont fait, et on se positionne au-dessus, en dessous, entre plusieurs concurrents. Mais comme je vous expliquais dans un instant, au final, ce qui peut amener les résultats les plus intéressants, les plus prometteurs, c'est l'approche dite value-based pricing. Alors, je me permets de vous montrer cette citation de Warren Buffett. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investisseur très connu au niveau mondial, donc qui a fait fortune en investissement dans des grosses entreprises. Et il dit le prix est ce que l'on paye, la valeur, c'est ce que l'on obtient. Donc, on entend souvent parler de ce rapport qualité-prix. Je vous invite à penser plutôt au rapport valeur-prix. La qualité, c'est un des éléments de la valeur. Mais certains clients n'accordent finalement peut-être pas beaucoup de valeur à la qualité, ils accordent de la valeur à d'autres choses. Alors, comment mieux comprendre, comment mieux maîtriser cet équilibre valeur-prix? Alors, je vous invite vraiment à imaginer ceci. D'un côté, vous avez ce que vous proposez, que ce soit un produit, un service, un software, une marketplace. Et en fait, vous pouvez décomposer ce produit ou ce service en différents éléments de valeur. Pour donner un exemple, les smartphones. Un smartphone, c'est quoi? C'est une marque. Ça peut être Samsung, Apple, Huawei. C'est aussi une taille de mémoire. Ça peut être un 64 Go, 128 Go, 256 Go. Ça peut être une couleur, une taille du téléphone, petite taille, moyenne taille, grande taille, un système d'exploitation. Donc ça, c'est tous des éléments qui constituent la valeur et qui va faire que le consommateur, le client, va apprécier ou pas certains de ces éléments de valeur. Donc, on peut apprécier ou pas la couleur, la marque, la taille, et on met ça au regard de l'importance qu'on accorde à ces différents éléments. Et en fait, qu'est-ce que le cerveau du consommateur va faire? Il va vraiment poser l'équilibre entre la valeur du produit et du service et le prix qu'il voit, qui est affiché sur ce produit. Et en fait, la réaction au niveau du prix, en fait, elle n'est pas parfaitement binaire. En fait, c'est le prix parfait. Et en fait, à 50 €, je n'achète pas parce que c'est trop cher. Et à 49 €, je n'achète pas parce que ça me paraît vraiment pas cher du tout. Nous avons tous, en fait, des plages d'acceptation du prix. À partir d'un certain prix, on commence à trouver ça cher, mais on peut aller un peu plus loin, en fait, avec le prix. Et à partir d'un autre prix, on commence à trouver ça beaucoup trop cher, et du coup, là, on n'achète pas. Et en fait, c'est la même chose dans l'autre sens. En dessous d'un certain prix, on va se méfier en fait de la qualité ou du produit. On va se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Donc, nous avons tous en fait des seuils bas. Donc, c'est très important de comprendre que nous avons tous des plages d'acceptation du prix. C'est la zone verte que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que fait le cerveau? Qu'est-ce que font tous les dictionnaires, que ce soit dans un moment B2C ou B2B, donc qu'on vende à des particuliers ou à des professionnels? Le cerveau va comparer la valeur et le prix et dire « Ah oui, il y a un bon équilibre » ou « Je suis gagnant en fait dans la transaction » ou « On est limite ». Alors en fait, vous pouvez mettre ça à plat avec ce genre de graphe. Donc c'est une carte de la valeur perçue et de la perception du prix. Donc, nous avons sur cet axe-ci l'axe de la valeur perçue. Donc, lorsqu'on est en haut, on a une très grande valeur perçue du produit ou du service en tant que consommateur. Lorsque nous sommes en bas, nous avons une très faible valeur perçue. Nous accordons une très faible valeur en fait à ce produit ou à ce service. Et puis, sur cet axe-ci, nous avons la perception du prix. Très cher ici. Donc, tout à fait à droite, nous trouvons que le produit ou le service est trop cher, même très très cher. Et dans cette zone-ci, donc plutôt sur la partie gauche, nous trouvons que le produit ou le service est plutôt abordable, voire très abordable. Alors, si vous proposez un produit ou un service, il faut faire attention, il faut veiller à être sur cette ligne d'équilibre valeur-prix. Il faut absolument éviter cette zone de méfiance où en fait on propose beaucoup de valeur, mais pour un prix très très bas. Tellement bas qu'on crée de la méfiance. Par exemple, si je vous vends une bouteille de vin à 2 €, vous allez probablement vous méfier, même si je vous vends super bien le vin. Et puis, il faut aussi éviter cette zone d'exagération.
Donc, où au final, la valeur perçue est assez basse, mais lorsqu'on regarde le prix, on trouve ça très cher, donc on ne va pas acheter. En tant que consommateur, on va se dire « Ah non, mais c'est vraiment cher pour ce que c'est ». Alors, j'ai envie de reprendre l'exemple du voyage à partir de Berlin. Donc, initialement, avant la crise, ben, la perception d'un voyage dans la Cordillère des Andes pour 650 €, ben, la perception était élevée. C'est chouette, c'est top de voyager à l'étranger. Et pour 650 €, 650 € c'est peut-être un budget, mais ça le vaut. Nous avons un bon équilibre valeur-prix. Par contre, un voyage dans la forêt noire, bon, ça fait peut-être pas rêver. Et 19 € pour un voyage dans la forêt noire, c'est aussi un bon prix. Donc, la valeur perçue pour ce voyage est quand même nettement plus basse que voyager dans la Cordillère des Andes. Et le prix, ben, moins cher. Voilà. Nous sommes quand même aussi à l'équilibre. Donc, vous voyez qu'on peut, on va dire, dans le champ du possible des voyages, avoir un spectre de valeur perçue assez large, comme un spectre de prix assez large. Ça, c'était avant la crise. Et bien, comme je l'ai expliqué, la crise a provoqué énormément de changements chez beaucoup de gens, et notamment dans le secteur des voyages. Ben, partir à l'étranger, dans certains pays où il y a beaucoup de contaminés aujourd'hui, ben, ce n'est pas très rassurant. Donc, on a moins envie de voyager. Certains au moins se disent non, l'Asie, je n'irai pas en Asie de sitôt, je n'irai pas aux États-Unis de sitôt. La valeur perçue par rapport à 2019 a baissé. Tandis que, voilà, on désire plus, on apprécie plus voyager localement. Donc là, par exemple, la valeur perçue d'un voyage dans la forêt noire peut avoir augmenté. Ce qui fait que, en fait, les équilibres ont changé et le rapport valeur-prix d'un voyage dans la forêt noire à 19 € est plus avantageux qu'avant, voire même beaucoup plus avantageux par rapport au rapport valeur-prix d'un voyage dans la Cordillère des Andes à 650 €. Donc, certains vont même dire maintenant que ce voyage dans la Cordillère des Andes, c'est cher à 650 €, tandis que, waouh, un voyage dans la forêt noire pour seulement 19 €, c'est vraiment un très bon prix. Alors, je vous invite à penser, à réfléchir à comment est-ce que cela pourrait s'appliquer dans votre entreprise, dans votre business. Est-ce que ce rapport valeur-prix a changé pour vos clients, pour certains clients, pour la majorité des clients, et comment adapter sa stratégie de prix, sachant qu'il y a un déséquilibre par rapport à avant. Ici, en l'occurrence, si on proposait un voyage dans la Cordillère des Andes, la seule option, c'est baisser les prix pour rétablir un peu ce rapport ou changer l'offre pour réattirer des clients à 650 €. Il en va de même pour la forêt noire. Si la valeur perçue de ce voyage en forêt noire a augmenté, on a la possibilité d'augmenter les prix pour autant que les clients acceptent ce changement de prix. Comme l'exemple de la Nintendo, les clients ont accepté sans trop rechigner l'augmentation de prix quand même assez significative, plus de 230% tout de même. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que vous en avez pris un peu plus sur cette fameuse approche qu'est le value-based pricing, qui est une approche qui a énormément de sens au vu du contexte assez inédit où on observe énormément de changements de comportement, d'appréciation, de budget dans de très nombreux secteurs. Donc, je vous invite très vivement à mettre tout ça à plat. Et si cela est trop compliqué pour vous ou si vous désirez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis le CEO de Price Impact. Vous avez mon adresse mail ici, vous avez même mon numéro, vous avez notre site web. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et voir comment est-ce que nous pouvons vous aider davantage, vous aider à mieux maîtriser cette approche dite le value-based pricing. Alors, je vous remercie. Voilà, on va rechanger l'écran. Je vous remercie pour... Voilà, je réapparais à la caméra.
Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite bon courage et de bien vraiment travailler sur votre stratégie de prix. N'y allez pas trop hâtivement, j'ai envie de dire comme Uber ou comme Canal+. Posez bien les choses. Ce n'est pas une mauvaise stratégie d'attendre, d'observer, de quantifier, de jouer avec quelques scénarios pour préparer au mieux l'année 2021 où, je l'espère, nous observerons un retour un peu plus à la normale au niveau de nos déplacements et des contraintes qui nous sont imposées voilà, pour des raisons bien légitimes. Alors, bon courage, prenez soin de vous et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci à tous. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cette masterclass à distance qui était du coup pas forcément très interactive, mais à minima voilà, enregistrée compte tenu des contraintes du moment. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, que ce soit dans l'assemblée ou à distance? Je m'efforcerai d'y répondre au mieux. Oui. Oui, les vidéos seront rediffusées sur le site de BPI France, donc vous aurez tout le loisir de revoir ça. Est-ce que sur le chat, il y a des questions peut-être ? Alors, je reformule la question. Comment justifier une augmentation de prix? Qu'est-ce qui peut être raisonnable? L'enjeu, ça va être de l'expliquer à ses clients. En fait, soit dans le cadre d'un surcroît de valeur, typiquement en apportant davantage de services, davantage de prestations à ses clients. Et donc, comme ça, on sort totalement d'une logique mes coûts ont changé parce que finalement, le client n'en a que faire. Et donc, en lui apportant un surcroît de valeur pour lui. Et c'est là où ça peut devenir intéressant, c'est d'identifier des éléments justement qui ont de la valeur pour votre client, mais qui ne vous coûtent pas forcément, vous, très cher en interne. Et ce qui permet du coup, sans dégrader votre marge, de pouvoir passer et justifier des hausses de prix. C'est sans doute une des meilleures façons d'adresser ce problème dans la situation actuelle. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.